Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans l'arène. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'arène, c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers du sport de combat. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de l'Arène, je reçois Mathieu Nicourt, ancien combattant, entraîneur et surtout matchmaker aujourd'hui de Hexagone MMA. Mais pas que, bref, c'est un joli CV. Beaucoup le connaissent déjà, d'autres vont sûrement le découvrir aujourd'hui. It's time! Bonjour Mathieu. Bonjour Saïd, Comment ça va? ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, moi, ce que j'aime bien faire en début, avant de discuter, c'est laisser 30 secondes de présentation, même si je sais que 30 secondes, c'est pas assez, vu le CV que je viens d'évoquer. Mais voilà, à vous l'honneur. Ok. Alors en 30 secondes, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai été un des pionniers, un des premiers champions de MMA français, peut-être le premier à avoir une ceinture, je pense. Les premiers combats, pour moi, c'était en 1997, donc ça remonte beaucoup. C'était quand le sport a démarré vraiment en France. Donc j'ai vu tous les débuts du MMA. Ça s'appelait même pas encore comme ça à cette époque-là. Le nom est venu après. Et puis après avoir été compétiteur, j'ai donc créé mon propre club, qui doit aussi être un des premiers clubs français, la Free Fight Academy, qui a formé de nombreuses générations de compétiteurs et champions, mais qui s'adresse aussi à des pratiquants loisirs et au plus grand nombre. Et dans mes autres casquettes, j'ai également été promoteur d'événements depuis la légalisation du MMA, et on a rejoint le groupe Hexagone MMA, où donc je produis les Hexagone MMA Challenge au sein de l'organisation MMA, et je suis donc le matchmaker de Hexagone, que ce soit pour les Hexagone Challenge ou pour les gros événements Hexagone. Ok, parfait, bonne explication, nickel. Alors, moi, la première question que j'ai, forcément, avant de revenir sur le reste de votre carrière, le passé vraiment, qu'est-ce qu'un matchmaker déjà? Alors, le matchmaker, c'est celui qui fait la carte d'un événement, c'est-à-dire qui va décider quel combattant va affronter quel autre combattant. Voilà. D'accord. Donc, du coup, c'est vous qui choisissez réellement enfin, les combattants. Comment ça se passe? Vous avez une liste de combattants, c'est votre organisation qui vous donne une liste et vous choisissez comment ça se passe? Alors, en règle générale, alors déjà, on se réunit, on est plusieurs, on travaille avec Jérôme Pourut, donc l'un des patrons de l'organisation, et Anthony Rea, qui est également un ancien combattant et qui travaille également sur le matchmaking. Donc, on se réunit en général. Là, tu vois, par exemple, on a un événement à Poitiers dont la carte vient de se terminer, le Hexagone MMA qui aura lieu le 11 mars à Poitiers. Il y a deux autres événements qui se préparent pour juin, un à Reims et l'autre à Béziers. Donc on est déjà en train de travailler sur ces prochaines cartes. Donc on a déjà fait une première réunion pour faire un point ensemble de ce qu'on souhaitait. Et ensuite, on va contacter les managers des différents combattants qui sont déjà sous contrat Mhm. avec l'organisation, et proposer des adversaires. Et donc là aussi, on fait appel à différents managers qui nous proposent des combattants français ou étrangers. Donc mon rôle un petit peu, c'est de voir quel combat va être intéressant d'un point de vue sportif, d'un point de vue spectacle pour le public, et puis choisir voilà qui on va mettre en main event, quel combat va être le plus attractif, quel combat va porter l'événement, et puis ensuite euh, définir une carte principale et préliminaire, Mhm. en essayant de faire des combats équilibrés, excitants, et en mettant à l'épreuve les combattants pour leur permettre de faire leurs preuves progressivement et grandir au sein de notre organisation. D'accord, génial, super. Euh,
du coup, l'organisation, on a le dit, c'est Hexagone MMA. C'est une jeune organisation, entre guillemets, en France. Depuis quand elle existe et voilà, quels sont les types de combattants qu'on peut retrouver dans cette organisation? Alors, déjà, toutes les organisations de MMA sont jeunes en Oui. France, puisque la légalisation doit remonter à peu près 3 ans. Donc, bah voilà, toutes les organisations sont forcément jeunes. Il y avait des organisations déjà existantes, hein. Nous, on faisait des compétitions en France depuis 25 ans, mais dans un sport qu'on appelait Pancrace, qui était proche du MMA, qui était celui le plus proche qui était autorisé en France. Mais des organisations qui organisent en MMA, en octogone, avec les règles MMA, bah, c'est que depuis la récente légalisation qu'il peut y en avoir en France. Voilà. Et donc effectivement, Hexagone MMA, bah, c'est l'une des premières et c'est surtout l'une des plus importantes actuellement en France. Donc on essaye de faire en sorte de devenir le leader incontesté. Il y a d'autres grosses organisations, Mhm. mais en tout cas, on sait qu'on est l'une des premières. Voilà. Alors Mathieu, moi je retourne vite dans le passé, là c'était vraiment pour parler de l'actualité, mais donc on a dit 1997 à peu près pour les combats. Vous êtes vraiment un ancien, un historique et une légende, il faut le dire, faut pas se cacher, faut pas se leurrer. Moi j'ai déjà vu des combats et je vous suis, mais moi je parle vraiment là pour le grand public, pour vraiment qu'il vous découvre. Voilà, comment ça a commencé pour vous? Comment vous avez découvert le pancrace et les sports de combat quand vous étiez jeune? Est-ce que vous vous étiez lancé déjà dans les sports de combat ou pas du tout? Voilà, on veut savoir. Alors, il y a alors pour ceux qui veulent se documenter un peu plus au passage, vous pouvez aller voir le compte Instagram Mathieu Nicour Free Fight Academy, j'en profite, Bien joué. je me modernise où il y aura des extraits de vidéos, etc. en remontant effectivement. Bah en fait l'histoire à l'époque c'était j'avais déjà pratiqué des arts martiaux traditionnels, du karaté, du jujitsu, mais du jujitsu à l'ancienne. Rien à voir avec le jiu-jitsu brésilien, Ouais. rien à voir avec le jiu-jitsu brésilien qu'on a connu par la suite. Et donc bon, et là, bah voilà, je pensais, bah, on faisait ce qu'on nous vendait à l'époque, quoi, des techniques censées être efficaces, etc. Et puis là, il y a eu un raz-de-marée. C'était 1993, le premier Ultimate Fighting. Mm. Et on a eu les images un peu en décalé en France avec des VHS. À l'époque, il n'y avait pas Internet et toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce type de combat. Euh, et moi, ce qui m'est apparu, c'est que, et de une, on nous avait toujours dit, nous, oui, mais les techniques qu'on vous montre, c'est pas autorisé en sport de combat, c'est trop efficace, Mm. etc. Et là, bah, on te dit, bah là, non, en fait, tu vas avec la technique que tu veux et tu fais ce que tu veux et on voit ce qui marche. Et bah, on nous avait vendu cette aura d'invincibilité. Et moi, bah, la première chose que je me suis dit, bah, si je veux aller au bout du truc, bah, maintenant, j'ai un espace où je peux vérifier. Donc en fait, il faut y aller. Et puis bah là, tu vois les VHS, les machins, puis tu te dis mais lui là, la façon dont il fonce dans les jambes des gens, où il monte à cheval dessus, où il leur casse la gueule, je suis pas bien sûr que les techniques, ça va me permettre de l'arrêter le gars. Et là, tu te remets en question, et du coup, tu réétudies, tu retestes, et je me suis formé bah, aux techniques de grappling avec les premières VHS pédagogiques des premiers champions de l'UFC, etc. Et bah, plutôt en autodidacte, puisqu'il n'y avait pas d'école de MMA à cette époque-là. Avec un petit groupe d'élèves, j'ai ouvert mon club et qui sont devenus des sparring partners. Et j'ai comme ça développé mon jeu. Plus sur le grappling, les techniques de sol, puisque c'était ce qui fonctionnait le plus, et puis c'était la grande découverte pour nous, si tu veux, à cette époque-ci. Et puis en complétant avec un travail de lutte, avec un travail de boxe. Donc j'ai revu complètement ma façon de m'entraîner pour le MMA, en fait. Voilà. D'accord. Donc j'ai vraiment commencé, pour moi, les vrais sports de combat directement, si tu veux, avec le vrai sport, quoi. Je suis pas passé par un autre sport avant. J'ai travaillé la lutte en parallèle parce qu'il y avait Ah. déjà, on voyait déjà, enfin, je pressentais déjà que la lutte allait jouer un rôle prépondérant en l'adaptant, bien sûr, pour le MMA. Donc j'ai fait aussi un peu de compétition en lutte, mais j'ai construit ma carrière directement sur le MMA. Voilà. Et comment du coup tu as vu la progression du MMA depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui?
Ah bah ça s'est fait. Pour nous, c'était une révélation. Euh, c'était l'aboutissement pour un pratiquant d'arts martiaux et de sport de combat. Donc, vous pouvez pas faire autre chose. Mais on n'était qu'un noyau dur en fait à cette époque-là. Donc, il y avait beaucoup de fous disaient que c'était une boucherie, que c'était pas un sport, etc. Et c'est vrai qu'il y avait moins de règles. Ça s'est sportivisé par la suite. Et puis, il y a eu voilà justement cette cet ajout de règles qui finalement a redoré l'image de l'ensemble et a aidé à la faire accepter comme sport. Il y a eu, moi j'ai vu ajouter les catégories de poids, les rounds, les limites de temps, voilà certaines interdictions comme frapper à la colonne vertébrale, frapper à la gorge, frapper les parties. Les tout premiers, on avait le droit de faire tout ça. Moi, quand j'ai combattu, déjà, il y avait déjà un peu plus de règles, mais un peu moins qu'il y en a, si tu veux, à notre époque actuelle. Et donc ça, c'était pour l'évolution des règles. J'ai vu l'évolution des combattants aussi. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, tu avais des spécialistes. Et en règle générale, ce qu'on voyait, c'était que les spécialistes de la lutte et du grappling l'emportaient. Et puis, quand les gens se sont aperçus que il fallait absolument être bon en lutte et en grappling pour gagner, ils s'y sont tous mis. Et là, du coup, quand le niveau est équilibré, là, le striking va de nouveau avoir une importance puisqu'il va faire la différence. Ouais. Et donc maintenant, on a globalement des combattants qui sont pas forcément issus d'une discipline particulière, mais qui ont ou qui sont issus, mais qui ont travaillé les autres domaines, ou alors qui ont démarré directement avec le MMA et qui sont des combattants complets. Et ça, c'est la grosse évolution. C'est-à-dire que techniquement parlant, maintenant, tous les combattants savent boxer, savent lutter, savent travailler au sol. En général, ils ont un domaine de prédilection, mais les combattants, le niveau technique a beaucoup évolué, en fait. Et il y a de nouveaux enchaînements spécifiques pour le MMA qui sont développés, des stratégies spécifiques en utilisant la cage pour emmener, puis pour se relever, qui n'existaient pas, si tu veux, à mon époque. Donc il y a eu toute cette évolution sur le plan technique, sur le plan stratégique. Et puis il y a eu l'évolution médiatique aussi, la notoriété du sport. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'était qu'un noyau. Maintenant, c'est devenu un sport... c'est devenu un sport reconnu dans tous les pays du monde. On parle de ça. Et là, qui connaît un nouvel engouement en France parce que maintenant, il commence à être médiatisé en France. Est-ce que ça t'aurait plu de combattre maintenant, justement? Alors, ça aurait été différent. En fait, je le vis un peu à travers mon fils qui a entamé sa carrière. Et donc, ça, c'est agréable. Mais évidemment, les deux choses n'ont rien à voir. Je suis content qu'ils le vivent à notre époque actuelle, dans un sport reconnu, encadré, médiatisé. Mais je suis content, moi, de l'avoir vécu à mon époque à moi. L'époque des pionniers, l'époque où c'était une aventure qu'on pouvait vivre que à cette époque-là et qu'on vivra plus. Donc, c'était encore autre chose et je suis content d'y avoir participé, ouais. Est-ce que tu as pu en profiter à l'époque où tu étais combattant pour voyager justement, combattre à l'étranger et découvrir justement ces cultures? Je pense au Brésil, forcément, la patrie de base, quoi. Alors, j'ai voyagé, j'ai découvert un petit peu les cultures, mais pour être très honnête, quand on est en combat, en compétition, je suis pas sûr qu'on profite pleinement des pays qu'on visite parce qu'on est focalisé avant tout sur un objectif. Et je pense que, par exemple, je prendrais plus de plaisir à retourner dans ces pays-là maintenant et prendre le temps. Voilà. Est-ce que justement, comme tu as une académie, est-ce que tu emmènes tes élèves de temps en temps actuellement ou voilà, non? Oui, on fait assez souvent des voyages avec les élèves, effectivement. De toute façon, je l'ai fait pendant, voilà, je l'ai fait pendant des années, hein, même avant la légalisation. J'ai voyagé pour mes propres combats, mais j'ai voyagé pour emmener des élèves aussi en compétition. Et juste, tiens, je vais rester sur le côté international, mais alors je t'ai parlé du Brésil. Forcément, il y a le Daghestan avec tout ce qui se passe là-bas et tous les gros lutteurs qu'on a. Est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait aussi d'aller les voir là-bas, voir comment ça se passe, comment ça se déroule?
Alors, en fait, si tu veux, moi, j'aime bien la nature, j'aime bien les grands espaces, j'aime bien les montagnes, donc pourquoi pas. Après, sur le plan technique, stratégique, je pense que c'est pour moi, euh, euh, c'est intéressant, hein, mais je pense que très concrètement, on a en France tout ce qu'il faut pour faire pour faire des grands champions et qu'il n'y a pas une nécessité à aller à l'étranger. D'autant qu'il n'y a pas de, il y a pas de technique magique. Si tu veux, les techniques, on les voit à l'écran, tu peux les visionner en vidéo, tu peux repasser des combats une centaine de fois si tu en as envie. Il y a des vidéos pédagogiques, techniques, tu peux regarder les combats. Euh, En fait, il y a une stratégie à adopter, qui est un peu ce que font les Dagestanais là, c'est ce qu'ont fait les Grécies, si tu veux, à mon époque. Personne ne connaissait trop bien le sol, ou alors avait des bases, mais l'utilisaient pas tellement dans leur stratégie. Et ils ont renforcé des points clés pour être sûr qu'ils allaient emmener le gars au sol, si tu veux, à chaque fois. Et là, il y a eu une évolution des techniques pour rester debout aussi. Donc, il a fallu réadapter cette stratégie pour à nouveau réussir à réimposer la lutte et le sol. Et c'est ce qu'ont fait les Dagestanais là. Et peut-être, tu vois, le dernier combat de Makhachev, tu vois que ça commence à trouver des limites aussi. C'est-à-dire que en fait, à nouveau, il y a des contres qui se mettent en place. Donc, en fait, si tu veux, c'est en fait une évolution permanente et une adaptation permanente. À un moment, c'était les Brésiliens, et puis là, c'est les Dagestanais, et puis là, ça sera d'autres. En fait, c'est vraiment le sport, c'est vraiment un sport international. C'est-à-dire que il va y avoir une mode qui va se lancer, il va y avoir une stratégie, une technique qui va fonctionner à un moment, et puis, comme elle fonctionne, effectivement, elle va se répandre, et puis quelqu'un va trouver la parade, et puis la parade va se répandre aussi, et le sport va pouvoir évoluer encore. Voilà. Normalement, les prochains champions, c'est nous. Les prochains champions, c'est nous. En fait, je pense, mais quand je disais on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut en France, il faut savoir que depuis 30 ans que le MMA existe, on a déjà eu des champions en France alors qu'on n'avait pas de compétition en France. Il fallait combattre dans des règles qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, donc du coup au niveau stratégie, ça change la donne. Au niveau entraînement, c'est pas la même chose. Où il fallait aller combattre à l'étranger par rapport à un Anglais ou par rapport à un Américain ou un Russe qui avait des compétitions sans se déplacer, qui pouvaient en avoir très 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 régulièrement. On partait quand même avec un handicap et on a pourtant déjà des combattants de très haut niveau international. Donc maintenant que le MMA se développe en France, je suis sûr je suis sûr que la France c'est le prochain pays. Ouais. Et en fait c'est un peu ce que fait Hexagone MMA. C'est un peu ça aussi le sens de mon engagement au sein d'une promotion. J'ai mon club, j'ai une école, je forme des élèves, mais après, il fallait créer l'écosystème pour leur permettre de grandir. Et c'est ce qu'on fait avec Hexagone. Donc, en fait, en déclinant avec le Hexagone Challenge, donc je m'occupe plus précisément, qui va chercher les amateurs, qui va les chercher là où ils sont, pas forcément sur la région parisienne, on va chercher dans les régions aussi, pour les faire monter, leur faire se construire une expérience, d'abord en amateur, puis pour passer pro, et pour les meilleurs, à signer un contrat avec l'organisation Hexagone MMA en pro, donc pouvoir commencer à être rémunérés pour leur activité, se poursuivre leur carrière et continuer de la construire en professionnel pour accéder au titre. Et c'est là sur quoi on travaille maintenant, être la passerelle pour pouvoir aller sur les très grosses organisations comme l'UFC, par exemple. Bien sûr, en attendant que Hexagone MMA puisse, et c'est ce qu'on est en train de développer, devenir elle aussi une grosse organisation internationale qui, on l'espère, égalera les plus grosses organisations actuelles. Voilà. Ça n'a jamais été fait, ce travail de fond, d'aller chercher les jeunes, de les encadrer et ensuite de les faire monter, un peu comme ce qu'on fait au football, par exemple, avec des centres de formation, j'imagine. Et voilà ce que Hexagone MMA Challenge fait, c'est quelque chose d'hyper important, ce qui se fait à l'étranger et ce qu'on n'avait pas donc en France. C'est en fait exactement ça. Et si tu veux, moi je le vois parce que la caractéristique de la Free Fight Academy, c'est que c'est une école. C'est-à-dire qu'on forme les gens. Ça peut arriver
des combattants aient déjà été formés ailleurs, qui viennent se perfectionner avec nous. Mais le fondement de notre activité, c'est qu'on prend un jeune qui n'a pas d'expérience, qui débute de rien du tout, et on veut l'amener à haut niveau. Et on l'a déjà fait, et je veux pouvoir le faire à plus grande échelle. Et pour ça, il me faut un écosystème complet. J'ai une école de formation, il me faut des systèmes de compétition en amateur. Alors, il y a une fédération en France, mais qui doit passer par toutes les strates administratives pour créer un système compétitif, et c'est très compliqué et c'est très long. Et donc, pour enrichir le paysage en compétition en amateur, il n'y avait qu'une solution, c'était mettre la main à la pâte, quoi. Et c'est exactement ce que fait le Hexagon Challenge. Et en permettant à des amateurs de se produire dans un format de soirée qui ressemble au format pro, ce qui fait qu'ils ont déjà, ils prennent déjà la température, ils prennent déjà l'habitude de ces ambiances, l'habitude de se préparer au stress, et se construisent comme ça le palmarès amateur qui va leur permettre de démarrer en pro par la suite. J'imagine que tu envoies chaque fois, tu vois qu'il y a un très gros niveau en France. En fait, c'est si tu veux ce qu'on disait. Là, je le vois avec le challenge, je le vois à travers les compétitions de mon fils également. Le niveau amateur de maintenant est très supérieur à celui qui était le niveau professionnel, si tu veux, à mon époque. Et je te dirais même que des fois, même à l'époque actuelle, la différence de niveau entre l'amateur et le pro, pas toujours très nette, hein. J'ai vu des amateurs là sur le dernier challenge qui a eu lieu à Beaumont-sur-Oise le week-end dernier. Il y a des amateurs qui pourraient être en pro, voilà. Mais qui justement, parce que maintenant on leur offre cette perspective-là, ils vont pas passer tout de suite en pro. Ils font le choix de faire une année de plus en amateur pour perfectionner encore leur technique, pour perfectionner leur stratégie, pour prendre de l'expérience et être vraiment prêt au moment de se lancer en professionnel. Et donc ça, c'est un peu ce qu'offre le challenge, et c'est ce qui va nous faire grimper encore par rapport aux autres pays. T'avais des Russes qui arrivaient, ils avaient 50 combats. C'était pas en MMA, mais il y a le sambo, ouais. Voilà, ils le faisaient avec le sambo combat, et ils arrivaient, ils avaient déjà une très très grosse expérience, et nous on arrivait, il y avait 4-5 combats en pancrace amateur, et puis de toute façon, comme t'avais le pancrace, t'avais qu'en France, quoi, donc t'allais jusqu'au championnat de France, tu le refaisais une deuxième année au pire, et puis après, soit tu passais pro, soit tu faisais un autre sport. Alors que là, tu peux vraiment construire une vraie carrière en amateur. On essaye aussi de monter une progression, peut-être développer une ceinture amateur pour l'organisation aussi, pour créer une émulation. Le Cage Warrior le fait en Angleterre. Ouais. Il y a un circuit amateur qui est très suivi, et on voudrait réussir à faire mieux qu'eux encore en France, créer une émulation au sein des amateurs pour qu'ils aient envie de se dépasser d'abord en amateur, augmenter leur niveau et pouvoir directement attaquer en pro tout de suite avec un très haut niveau, en fait. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller en pro, mais permet il y a des jeunes, je sais pas, nous par exemple, si tu veux, on a des étudiants qui font des études en médecine, en chimie, en ce que tu veux, qui ont des gros objectifs professionnels plus tard et qui n'ont pas forcément la vocation de devenir combattants professionnels, mais qui sont bons et qui veulent avoir une aventure en MMA et qui veulent le prouver et qui peuvent faire une carrière amateur en parallèle de leurs études. Voilà. Et ça, c'est aussi une autre opportunité. Ouais, l'Hexagone, du coup, c'est objectif UFC ensuite pour ces personnes-là qui passent pas. C'est ce dont on discute actuellement. On se réunit, on met les stratégies en place, et là, c'est ce vers quoi on se dessine effectivement. La vision que j'en ai, moi, c'est qu'il faut partir de la base pour pouvoir, si tu veux, aller au sommet. Donc, l'organisation, elle couvre la France entière. Elle ne reste pas que sur la région parisienne. Aller découvrir les talents aux endroits où ils sont. Leur permettre de dire en tant que professionnel au sein de des très gros événements, comme il y a eu le Zénith à Paris, comme il va y avoir le Futuroscope de Poitiers, on va faire les arènes de Béziers, donc dans des cas, les amener pour les meilleurs à disputer la ceinture de l'organisation,
et pouvoir avoir, c'est ce qu'on met en place maintenant, euh, qu'il puisse y avoir une suite, c'est-à-dire qu'ils ont remporté leur ceinture, ils l'ont défendu. Il faut que les meilleurs des meilleurs doivent pouvoir avoir une suite, et pour l'instant, la suite, c'est effectivement aller à l'UFC. Voilà. Donc c'est ce qu'on met en place en ce moment. J'ai parlé beaucoup des combattants. J'avais envie de parler aussi des combattantes. C'est aussi important parce que est-ce qu'on a des combattantes qui arrivent? Oui, on a des combattantes qui arrivent, on en a beaucoup au sein d'Hexagone MMA. On a Nora Cornol, par exemple, Mhm. qui est une ancienne vice-championne du monde de boxe thaï, championne d'Europe, reconvertie au MMA. Donc pour elle, par exemple, c'est un des éléments qui n'est pas né à la Free Fight Academy, qui avait déjà un parcours en boxe et qui est venu se perfectionner en MMA pour grandir, et que là, on a signé comme contrat sous l'organisation Hexagone en France, donc elle a choisi Hexagone pour construire sa carrière de MMA en France, et donc avec une visée pour pouvoir aller encore plus loin, et je pense qu'elle y arrivera. Mais on en a d'autres. On a Stéphanie Yelopej, qui a un Oui. parcours un peu similaire. On a aussi Eva Dourt, Mhm. qui vient de signer avec Hexagone aussi, euh, qui a un autre parcours, plus de judoka, de grappleuse, mais qui va certainement aller très loin aussi. On a Laetitia Blo, bien sûr, qui a déjà eu la ceinture de Hexagone MMA, alors qui a déjà une grosse carrière, elle, Mhm. dans, son, dans son sport, mais qui s'est reconvertie avec succès. Donc oui, ça des filles, on en a beaucoup, et on les met particulièrement en valeur, effectivement, dans notre organisation. Je voulais parler un petit mot de la Free Fight Academy parce que j'en ai même pas parlé quand même. Faut en parler, c'est autant quand même. Donc c'est situé à Paris, c'est ça? Pour que les gens le sachent? Ouais, Ouais. tu es sur Paris 13e et sur Vitry. Donc le compte Instagram Mathieu Nicourt Free Fight Academy, et le site internet fightacademy.net, et tout le monde est le bienvenu. L'objectif, comme on le disait, c'est de rendre le sport accessible à tous. Donc on a effectivement un gros groupe de compétiteurs. Mhm. On a des ingénieurs, on a des chefs d'entreprise. Donc il y a différentes formules qui existent, les cours collectifs, les coachings individualisés. Donc sur Paris 13e et sur Vitry-sur-Seine. Et l'objectif, c'est de prouver que tout le monde peut avoir accès à ce sport. Ouais, c'est ça qui est hyper important de le dire. À chaque fois que j'ai quelqu'un en interview, j'aime bien en parler, de le dire. Le MMA, c'est pas inaccessible en fait. Faut arrêter de croire que c'est Non, inaccessible. Vous avez la ouais, compétition, mais voilà. voilà, il y a des pros, des très grosses orgas à la télé. Effectivement, c'est des gens très entraînés. Il y a une notion de violence parce que c'est un sport de percussion, effectivement. Mais d'abord, la pratique, elle s'adapte. C'est-à-dire que, bah, en fait, il va y avoir une progression. Donc, n'importe qui peut s'y mettre, en fait. Et même si on n'a pas un passif en sport de combat, il n'y a pas besoin, comme j'entends souvent, d'avoir déjà pratiqué un autre sport de combat. Vous avez beaucoup des grands champions actuels, des nouvelles générations qui commencent par le MMA et qui n'ont jamais pratiqué un autre sport de combat. Mathieu, sur le plan personnel, une question assez drôle entre guillemets. Est-ce qu'il y a un combattant actuellement que tu aurais voulu combattre? Ou des combattants? Alors, pour tout te dire, je suis assez content de pouvoir t'affirmer que j'ai compris que j'étais trop vieux pour combattre. Et que du coup, non, j'envisage même pas ça, en fait. Voilà. Tu sais, t'as toujours une phase un peu compliquée pour les sportifs. Tu sais, Ouais, je vois. on arrête parce qu'avec des jeunes à l'entraînement, tu t'aperçois que tu les bats encore. Tu dis, mais en fait, non, je peux encore. Et, nanana. Et bah, ça y est. Là, cette phase-là, elle est passée. Je continue à vivre mon sport avec tout entraîneur, en tant que promoteur, en tant que matchmaker, voilà. Mais non, la compétition, ça y est, je suis pété de partout. J'ai de l'arthrose de la hanche, j'ai une épaule et j'ai les cervicales en vrac. Non, non, c'est ça. Alors on va dire, lequel te fait le plus kiffer alors, actuellement peut-être? On va la tourner comme ça. Bah,
Après, il y a plein de combattants qui sont intéressants. Il y a, par exemple, le combattant Saladin Parnasse, pour moi, c'est le combattant actuel français que je trouve le plus intéressant à regarder parce que il y a une dextérité, une maîtrise technique dans l'ensemble des secteurs où on voit que là, il y a vraiment quelque chose en plus. Voilà. Si je devais en citer un. Mais si tu veux, après, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les parcours de vie. Les parcours de vie. On a Bourama Kamara, nous, à la Free Fight Academy. C'est un jeune qui est encore au tout début de sa carrière, mais qui a signé déjà un combat de 4 contrats avec le Bellator. C'est un exemple pour moi à suivre. Un jeune qui a démarré chez nous à la Free Fight Academy sans avoir jamais pratiqué un sport de combat, ni même avoir pratiqué un sport, en fait. C'est la première inscription sportive qu'il a pris. C'est à la Free Fight Academy. C'est pour le MMA. Il n'avait jamais rien pratiqué avant. Et c'est un jeune qui a fait son parcours, fait des compètes amateurs en pancrace, en grappling, fait ses premiers combats pro en MMA dans des toutes petites organisations et puis un petit peu plus grosses et qui se retrouve au Bellator actuellement. Et ben ça, c'est un parcours de vie à mettre en avant et un parcours de vie à mettre en avant parce que c'est un jeune qui a fait tout ça en faisant des études. Qui a terminé son cursus universitaire, qui maintenant cumule avec un boulot. C'est-à-dire qu'il travaille, il fait ses journées complètes de boulot, il enchaîne avec la prépa physique, il enchaîne avec les entraînements. Il a presque pas de vie en dehors de son boulot et du sport, mais il arrive à... Voilà, c'est un exemple. C'est un exemple pour la jeune génération que on peut atteindre ses objectifs quand on y croit vraiment et il arrive à accumuler il a réussi à accumuler vie étudiante puis vie professionnelle avec un entraînement sportif de haut niveau et à atteindre une des plus grosses organisations du monde et ça je pense que c'est un exemple. Voilà. Exactement. Super. Eh ben, je t'avais demandé quel sport en plus il faut suivre. Ben, tu vois, alors là, c'est parfait. Ouais. Mais merci Mathieu, c'était hyper intéressant de t'avoir avec moi et franchement, je te remercie encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh ben, merci à toi pour ton intérêt et puis au plaisir Avec grand pour une autre plaisir. émission. Avec plaisir. Voilà. À bientôt Mathieu. Merci à toi. Merci. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, proches, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast évidemment et surtout à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes. En attendant, à très bientôt dans l'arène.